L'Europe est notre marché le plus faible. Nous sommes forts partout ailleurs. Donc, maintenant, les ventes se portent bien à ce stade. Nous ne prévoyons pas de baisse significative des ventes. Et, vous savez, évidemment, la bourse le reconnaît puisque nous avons à nouveau dépassé le billion de dollars de capitalisation boursière. Donc, il est clair que le marché est au courant de la situation. Donc, la situation s'est déjà inversée. Les ventes sont-elles toujours en baisse par rapport à la même période l'an dernier? En Europe? En Europe, d'accord. Oui, mais c'est le cas, en général, dans la plupart des cas, pour tous les constructeurs. Il n'y a pas d'exception. Cela veut-il dire que vous n'allez pas pouvoir... Le marché européen est assez faible. D'accord, mais vous admettriez, n'est-ce pas, que ce à quoi vous faites face... D'accord, prenons simplement l'Europe. Ce à quoi vous faites face est un problème important. Cette Tesla était une marque incroyable, une marque qui faisait rêver. Les gens s'identifiaient à elle. Ils la voyaient à l'avant-garde de la lutte contre la crise climatique. Et maintenant, des gens roulent avec des autocollants sur leur voiture disant « J'ai acheté ça avant de savoir qu'Elon était fou ». Et il y a aussi des gens qui l'achètent parce que Elon est fou, ou du moins c'est ainsi qu'ils le perçoivent. Donc oui, nous avons peut-être perdu des ventes à gauche, mais nous en avons gagné à droite. Les chiffres de vente à ce stade sont solides et nous ne voyons aucun problème de demande. Et alors, vous voulez dire, je veux dire, il suffit de regarder le cours de l'action. Si vous voulez les meilleures informations internes, le marché boursier, les analystes boursiers les ont. Et notre action ne serait pas cotée près de ses plus hauts historiques si ce n'était pas le cas. Si tout n'allait pas bien, tout va bien, ne vous en faites pas. Je faisais référence aux chiffres de vente plutôt qu'au cours de l'action. Eh bien, dites-moi alors à quel point êtes-vous engagé envers Tesla? Vous voyez-vous et êtes-vous prêt à rester le directeur général de Tesla dans 5 ans? Oui. Aucun doute là-dessus. Eh bien, si je pourrais mourir. D'accord, sauf ça. Laissez-moi vérifier si je suis mort. Donc il y a une petite quantité. Cela veut-il dire que la valeur de votre rémunération n'a aucune influence sur votre décision? Eh bien, ce n'est pas vraiment un sujet à discuter dans ce forum. Lui, je pense qu'évidemment, il devrait y avoir une compensation pour si quelque chose d'incroyable est accompli. Cette compensation devrait être à la hauteur du fait que quelque chose d'incroyable a été accompli. Mais j'ai confiance que peu importe ce qu'un activiste se faisant passer pour un juge dans le Delaware décidera de faire, cela n'affectera pas la compensation future. C'est le juge qui a annulé à 2 reprises le plan de rémunération de 56 milliards de dollars qui vous avait été attribué. Je pense qu'en se basant sur la valeur actuelle des stock options, oui. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un juge. L'activiste qui se déguise en juge dans un costume d'Halloween. D'accord, c'est votre façon de le décrire. Je pense qu'en se basant sur la valeur actuelle des stock options, je pense que la valeur réelle... La justice, selon la loi. Sur la valeur actuelle des stock options, je pense que la valeur de ce plan de rémunération s'élève à environ 100 milliards de dollars. Êtes-vous en train de dire que vous êtes détendu quant à la valeur de votre future rémunération? Votre décision de rester engagé auprès de Tesla pour les 5 prochaines années, tant que vous êtes encore parmi nous sur cette planète, est-elle complètement indépendante de la rémunération? Non. Ce n'est pas indépendant? Donc la rémunération est un facteur pertinent alors dans votre engagement envers Tesla? Un contrôle de vote suffisant pour que je ne puisse pas être évincé par des investisseurs activistes, c'est ce qui compte pour moi. Et je l'ai probablement déjà dit de nombreuses fois. Mais ne faisons pas de tout cela une discussion sur la rémunération au kilomètre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle raisonnable sur l'avenir de l'entreprise, surtout si nous construisons des millions, voire potentiellement des milliards de robots humanoïdes. Je ne peux pas rester là et risquer de me faire évincer pour des raisons politiques par des activistes. Ce serait inacceptable, c'est tout ce qui compte. Passons à autre chose maintenant. D'accord. Eh bien, juste une question. Enfin,
Une question avant que nous passions à d'autres entreprises, à savoir que je me demande si une partie de ce qui est arrivé à Tesla ces derniers mois, tu l'as pris personnellement. Oui, Et est-ce que cela t'a fait regretter ou au moins réfléchir à deux fois à tes engagements politiques? Parce que c'est tout simplement vraiment... j'ai fait ce qu'il fallait faire. La réaction immunitaire violente, et je ne suis pas quelqu'un qui a jamais commis de violence, et pourtant, une violence massive a été commise contre mes entreprises. Une violence massive a été menacée contre moi. Qui sont ces gens? Pourquoi feraient-ils ça? À quel point peuvent-ils se tromper? Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Et c'est une chose malfaisante à faire. Aller abîmer la voiture d'une personne innocente, me menacer de mort. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Je n'ai fait de mal à personne. Donc, il faut faire quelque chose contre eux. Et un certain nombre d'entre eux vont aller en prison. Et ils le méritent. Tu fais référence aux attaques contre les showrooms Tesla, mais je pense que... Oui, tirer des balles dans des showrooms et incendier des voitures, c'est inacceptable. Oui. Ces personnes iront en prison, et ceux qui les ont financées et organisées iront aussi en prison. Ne t'inquiète pas. Ne voudrais-tu pas? Nous arrivons... Ne voudrais-tu pas? Ne reconnaîtrais-tu pas que certaines des personnes qui se sont retournées contre Tesla en Europe étaient contrariées par ta politique? Et très peu d'entre elles auraient été violentes d'une quelconque manière. Elles se sont simplement opposées à ce qu'elles t'ont vu dire ou faire politiquement. Eh bien, il est tout à fait normal de s'opposer à des opinions politiques, mais il n'est pas acceptable de recourir à la violence, de pendre quelqu'un en effigie ou de proférer des menaces de mort. Ça, c'est évidemment inacceptable. Tu sais, c'est absurde. Ce n'est en aucun cas justifiable. Sous aucune forme, et pourtant certains médias traditionnels ont quand même cherché à le justifier, ce qui est impardonnable. Honte à eux. Parlons de vos autres entreprises et d'un autre secteur d'activité, SpaceX. J'ai vu que vous avez déclaré lors d'un discours à l'Académie militaire de West Point récemment que l'avenir de la guerre, c'est l'IA et les drones. Et évidemment, la défense est un secteur en plein essor avec l'état actuel du monde. Voyez-vous SpaceX se lancer dans les drones armés? Vous posez vraiment des questions intéressantes auxquelles il est impossible de répondre. Donc SpaceX c'est le leader du lancement spatial. Donc SpaceX ne fait pas de drones. SpaceX construit des fusées, des satellites et des terminaux Internet. Donc SpaceX a une position très dominante dans le lancement spatial. Donc en ce qui concerne la masse des lancements en orbite, cette année, SpaceX fera probablement 90%. La Chine fera le reste, soit la moitié. Sur le reste, donc 5%, et le reste du monde, y compris le reste des États-Unis, fera environ 5%. Donc SpaceX fera environ 10 fois plus que le reste du monde réuni, ou 20 fois plus que la Chine, ce qui est... Et la Chine fait en réalité un travail très impressionnant. La raison à cela, c'est que nous mettons en orbite la plus grande constellation de satellites que le monde ait jamais vue, et de loin. Donc, je pense qu'à ce stade, environ peut-être près de 80% de tous les satellites actifs en orbite sont ceux de SpaceX. Et ils fournissent une connectivité à haut débit à travers le monde entier. En fait, cette connexion utilise une connexion SpaceX. Donc, je pense que c'est une très bonne chose car cela signifie que nous pouvons fournir un accès Internet à haut débit et à faible coût dans des régions du monde qui n'en disposent pas. Ou alors, c'est très cher. Et je pense que la chose la plus importante que l'on puisse faire pour sortir les gens de la pauvreté et les aider, c'est de leur donner une connexion Internet. Parce qu'une fois que vous avez une connexion Internet, vous pouvez tout apprendre gratuitement sur Internet. Et vous pouvez aussi vendre vos biens et services sur le marché mondial.
Et une fois que vous avez la connaissance grâce à Internet et la possibilité de participer au commerce, cela va considérablement améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde. Et c'est déjà le cas. Et je voudrais simplement remercier toute personne dans l'audience qui a pu être utile. Et vous savez, c'est nous, avec Starlink et l'obtention de son approbation dans leur pays. Et je pense que cela a fait beaucoup de bien dans les pays qui l'ont approuvé, ce qui représente, je crois, à ce stade, 130 pays qui en sont très satisfaits. Je ne prévois pas actuellement que SpaceX entre dans le secteur de l'armement. Ce n'est certainement pas une ambition. On nous demande souvent de participer à des programmes d'armement, mais nous avons simplement acheté un client. Envisagez-vous que SpaceX ou même Starlink deviennent une entité distincte cotée en bourse dans un avenir proche ou même un jour? Il est possible que Starlink devienne une entreprise publique à un moment donné dans le futur. Et quel serait le délai? Quel genre de délai envisagez-vous? Pas de précipitation. Je veux dire, il n'y a aucune urgence à entrer en bourse. Vous savez, devenir public est, je suppose, une façon de potentiellement gagner plus d'argent, mais au prix de beaucoup de charges liées au statut de société cotée. Et inévitablement, toute une série de procès, ce qui est très agaçant. Donc vraiment, il faudrait faire quelque chose à propos des actions dérivées des actionnaires aux États-Unis, parce que cela permet à des cabinets d'avocats spécialisés dans les recours collectifs qui ne représentent pas les actionnaires, de faire semblant de représenter les actionnaires en trouvant un plaignant fantoche possédant quelques actions pour lancer un procès massif contre l'entreprise. Et l'ironie extrême, c'est que même si la classe qu'ils prétendent représenter votait contre le procès, celui-ci continuerait quand même. Alors, comment cela peut-il être une action collective représentant une classe si la classe elle-même y est opposée? Et c'est la situation étrange que nous avons aux États-Unis. Cela doit. Il est urgent d'agir. Et comme toute personne ayant dirigé une société cotée en bourse le sait, c'est une situation absurde qui doit changer. Pensez-vous que Donald Trump pourrait changer cela? Vous avez certainement son oreille, j'imagine que vous lui en avez parlé. Est-ce quelque chose que vous essayez de changer avant une éventuelle introduction en bourse de Starlink? Eh bien, il faudrait qu'une loi soit adoptée. Le problème, c'est que, pour pouvoir avancer, il faut nécessairement 60 voix au Sénat, et les démocrates voteront contre. Le barreau des plaignants est, je crois, le deuxième plus grand contributeur au Parti démocrate. C'est ça le problème. Au niveau des États, cela peut être résolu, et je devrais préciser que le Texas a récemment adopté une loi qui, au moins au niveau de l'État, a eu un effet. C'est beaucoup plus raisonnable parce qu'il faut qu'au moins un actionnaire sur 33 accepte de faire partie d'une classe d'actionnaires, soit 3%. Cela aidera vraiment à limiter les poursuites frivoles. Parlons de l'IA qui est présente dans bon nombre de vos entreprises et dans nos vies à tous, de différentes manières. L'un des grands changements, c'est le développement de l'IA générative depuis la dernière fois que vous vous êtes adressé à ce forum il y a 3 ans. Vous êtes bien sûr présent dans ce domaine avec Grok, que presque tout le monde connaît. Vous avez cofondé OpenAI, puis vous êtes parti, et vous avez évidemment un litige en cours avec OpenAI et Sam Altman. Je me demande si vous pourriez dire un mot sur l'état de cette affaire, car vous étiez ensemble en Arabie Saoudite avec le président la semaine dernière, avec Sam Altman, au même endroit, au même moment. Sam était dans les parages. D'accord. Cela signifie-t-il que vous poursuivez la procédure judiciaire contre OpenAI? Oui. J'ai trouvé le nom Open.ai en tant que projet open source et en tant qu'organisation à but non lucratif. Et j'ai financé OpenAI pour les premiers environ 50 millions de dollars. Et cela devait être une organisation à but non lucratif, société open source, et maintenant, ils essaient de changer cela pour leur propre intérêt financier en une entreprise à but lucratif et à code source fermé. Donc ce serait comme, disons que vous
avait financé une organisation à but non lucratif pour aider la forêt amazonienne. Mais au lieu de faire cela, ils sont devenus une entreprise de bois, ont abattu la forêt et vendu le bois. Vous diriez, attendez une seconde, ce n'est pas pour ça que j'ai financé. Ça s'ouvre. Ils ont tout de même apporté quelques modifications à leur structure d'entreprise, n'est-ce pas, en reconnaissance de ce que vous avez dit. Et Non, c'est juste ce qu'ils ont dit aux médias. D'accord. ils ont des gousses. Ils ont en partie fait marche arrière sur leur projet de restructuration de l'entreprise. J'imagine que cela ne change rien à ce que vous en pensez. Donc vous êtes déterminé à les voir au tribunal. Bien sûr. Eh bien, ça va certainement être quelque chose à suivre. Je voulais aussi vous interroger sur l'IA et la régulation, parce que la dernière fois que vous étiez ici pour parler avec John Micklethwaite, vous aviez tenu des propos assez forts sur les risques que l'IA représente. Vous avez dit que, selon vous, ce qui manquait vraiment aux États-Unis, c'était un régulateur fédéral de l'IA, comme la Food and Drug Administration ou la Federal Aviation Administration. Maintenant, il est clair que vous êtes plutôt dans une zone où vous penchez davantage pour une régulation plus stricte que pour la création de nouveaux régulateurs. Votre point de vue a-t-il donc changé concernant la nécessité d'un régulateur de l'IA ? Eh bien, ce n'est pas que je pense qu'il ne devrait pas y avoir de régulateurs. On peut voir les régulateurs comme des arbitres sur un terrain de sport. Il devrait y avoir un certain nombre d'arbitres, mais il ne faut pas en avoir tellement qu'on ne puisse plus donner un coup de pied dans le ballon sans en toucher un. Donc, dans de nombreux et la plupart des applications domaines, aux États-Unis, la charge réglementaire a augmenté au fil du temps au point qu'il y a plus d'arbitres que de joueurs sur le terrain. Et c'est la conséquence naturelle d'une longue période de prospérité. Il est très important j'apprécie cela. Cela s'est produit tout au long de l'histoire lorsqu'il y a eu une longue période de prospérité sans guerre existentielle. Il n'y a pas de fonction d'épuration pour inutiles lois et règlements. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque année, de nouvelles lois et de nouveaux règlements les sont adoptés, parce que les législateurs vont légiférer, les régulateurs vont réglementer. Et vous allez avoir une accumulation constante de plus en plus de lois et de règlements au fil du temps, jusqu'à ce que tout devienne illégal. Et laissez-moi vous donner un exemple d'une situation vraiment absurde. Sous l'administration Biden, SpaceX a été poursuivi pour ne pas avoir embauché de demandeurs d'asile aux États-Unis. Or, le problème, c'est qu'il est en fait illégal pour SpaceX, en vertu de l'ITAR, la réglementation sur le trafic international d'armes, d'embaucher quelqu'un qui n'est pas résident permanent des États-Unis. Parce que l'idée de base est qu'ils pourraient prendre la technologie avancée des fusées et retourner dans leur pays d'origine s'ils ne sont pas résidents permanents. Donc nous sommes simultanément dans une situation où il est illégal d'embaucher des demandeurs d'asile et où il est aussi illégal d'embaucher des demandeurs d'asile. Et le département de la justice de Biden a choisi de nous poursuivre alors que les deux options sont illégales. C'est perdant dans tous les cas. Mais ma question portait spécifiquement sur un régulateur pour l'IA dont vous avez dit il y a 3 ans qu'il était nécessaire. Et vous avez dit que nous devions être proactifs dans la régulation de l'IA, plutôt que réactifs. Avez-vous changé d'avis à ce sujet? Non, bien sûr que non. Quoi? Non. Non, bien sûr que non. Ce que je dis, c'est qu'il devrait y avoir quelques arbitres sur le terrain, quelques arbitres, mais il ne faut pas que le terrain soit saturé d'arbitres. Au point qu'on ne puisse pas donner un coup de pied dans le ballon sans en toucher un. Donc, les domaines qui existent depuis longtemps, comme l'automobile, l'aérospatiale, vous savez, les industries de l'alimentation et du médicament, par exemple, sont surréglementées, mais les nouveaux domaines, comme l'intelligence artificielle, sont sous-réglementés. En fait, il n'y a absolument aucun régulateur. Donc il devrait y en avoir. Vous pensez toujours cela? Oui, je dis simplement ce qui me semble être du simple bon sens, qu'il faut au moins quelques arbitres sur le terrain. Il ne s'agit pas d'avoir une armée d'arbitres, mais il faut quelques arbitres sur n'importe quel terrain, dans n'importe quel sport ou dans n'importe quelle arène industrielle, pour s'assurer que la sécurité publique
soit prise en compte. Mais il ne faut pas en avoir trop. Il y a donc un nombre approprié d'arbitres. Comme je l'ai dit, c'est en fait très facile à visualiser si on compare cela au sport. Si tout le terrain était rempli d'arbitres, ce serait absurde. Mais s'il n'y avait aucun arbitre, votre match ne serait pas aussi bon. D'accord. Alors parlons maintenant de votre nouveau monde, de votre rôle de conseiller auprès du gouvernement. Vous êtes dans une position unique et sans précédent, avec des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement fédéral. Vous-même, principalement à travers SpaceX, et désormais aussi avec une connaissance d'initié grâce à Doge. Pouvez-vous reconnaître qu'il existe un conflit d'intérêts ou un potentiel conflit d'intérêts de manière générale, rien que par ce simple fait? Je ne pense pas, en réalité. Il y a eu de nombreux conseillers au cours de l'histoire aux États-Unis, du gouvernement, et d'autres qui ont eu des intérêts économiques. Et je ne suis qu'un simple conseiller. Je n'ai pas de pouvoir formel. Et c'est tout. Un président peut choisir d'accepter ou non mes conseils. Et c'est comme ça que ça fonctionne. S'il y avait un seul contrat que l'une de mes entreprises a jamais obtenu et que les gens pensent qu'il n'a pas été attribué de manière inappropriée, cela ferait immédiatement la une des journaux, pour ne pas dire plus. Et si je ne le mentionnais pas, mes concurrents ne manqueraient certainement pas de le faire. Donc, si vous ne voyez pas cela, il est clair qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Oui, voilà. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Par exemple, vous avez de nombreux concurrents, que ce soit des entreprises comme Boeing ou d'autres sociétés, qui aimeraient faire davantage du type de travail que vous faites pour la NASA, comme Blue Origin Rocket Lab. Et comme Doge est présent dans chaque département du gouvernement fédéral, vous ou des personnes qui travaillent pour Doge, et vous en êtes la force motrice. Vous avez donc un aperçu des affaires de ces entreprises et de leurs relations avec le gouvernement fédéral. Non, tout ce que nous faisons, c'est que nous examinons l'organisation pour voir si elle comporte des départements qui ne sont plus pertinents. Et est-ce que les contrats attribués offrent un bon rapport qualité-prix? En fait, franchement, le seuil n'est pas particulièrement élevé. Y a-t-il un quelconque rapport qualité-prix dans un contrat? Et s'il n'y en a pas, alors nous faisons des recommandations au secrétaire. Le secrétaire va choisir de prendre ces mesures ou de ne pas les prendre, et c'est tout. Puis toute action qui en découle. En tant que fonction de Doge, cela est publié sur le site web de Doge, ainsi que sur doge.gov ou sur le compte Doge sur la plateforme X. Donc c'est une transparence totale. Et je n'ai vu aucun cas où, à ma connaissance, il y ait même eu une accusation de conflit. Parce que c'est complètement et totalement transparent. C'est tout. Et qu'en est-il maintenant de la dimension internationale? Pensons à Starlink. Starlink est évidemment un service Internet très, très performant. Il est recherché partout dans le monde. Il est essentiel pour la ligne de front en Ukraine. Il a également obtenu davantage de contrats et il existe certaines preuves que des entreprises permettent d'y accéder. Parce qu'elles veulent se rapprocher de l'administration Trump et envoyer le bon signal. Alors, Bloomberg a révélé aujourd'hui que le gouvernement sud-africain contourne les règles sur la propriété noire afin de permettre à Starlink d'entrer. Et cela se fait à la veille de la visite que le président Ramaphosa va effectuer à la Maison-Blanche. Reconnaissez-vous cela comme un conflit d'intérêts? Non, bien sûr que non. Tout d'abord, vous devriez vous demander pourquoi il y a des lois racistes en Afrique du Sud. C'est le premier problème. C'est cela que vous devriez dénoncer. Il est inapproprié qu'il existe des lois racistes en Afrique du Sud. Toute l'idée avec Nelson Mandela, qui était un grand homme, était que toutes les races devraient être sur un pied d'égalité en Afrique du Sud. C'est cela qu'il faut faire, et non pas remplacer un ensemble de lois racistes par un autre ensemble de lois racistes, ce qui est totalement faux et inapproprié. Donc, voilà le principe. Toutes les races devraient être traitées de manière égale, et il ne devrait y avoir aucune préférence accordée à l'un ou à l'autre. Alors qu'il existe aujourd'hui 140 lois en Afrique du Sud qui accordent une forte préférence si vous êtes noir sud-africain et pas autrement.
Et donc, je me retrouve maintenant dans cette situation absurde où je suis né en Afrique du Sud, mais je ne peux pas obtenir de licence pour opérer Starlink parce que je ne suis pas noir. Est-ce que cela vous paraît juste? Est-ce que cela vous paraît juste? Il semble que cela soit sur le point de changer. Je viens de vous poser une question. Veuillez répondre. Est-ce que cela vous paraît juste? Eh bien, ces ont été conçus pour instaurer. Oui ou non? Ces règles ont été conçues pour instaurer une ère de plus grande égalité économique en Afrique du Sud. Et il semble que le gouvernement ait trouvé un moyen de contourner ces règles pour vous. Posez votre question. C'est votre interview. Tout le monde veut vous entendre. Posez votre question. Oui ou non? Ce n'est pas à moi de répondre. J'ai une question pour vous. Concernant le travail de votre gouvernement et le montant des économies. Pourquoi aimez-vous les lois racistes? Ce n'est pas à moi de répondre. Allez, vous n'êtes pas en train d'essayer d'esquiver une question tout de même. Vous devez poser une question. Je ne pose pas ma question. Non, c'est vous qui répondez à la mienne. Je pense que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir cette conversation directement avec le gouvernement sud-africain. Je veux vous interroger sur le montant total. Laissez tomber. Ce n'est pas bien. Je veux vous interroger sur le montant total. Pourquoi aimez-vous les lois racistes? Je veux vous interroger sur le montant total que vous prévoyez d'économiser grâce au travail de Doge. Avant les élections, vous aviez dit que ce serait au moins 2000 milliards de dollars. Le chiffre actuellement affiché par Doge est de 170 milliards de dollars. C'est un grand changement. Qu'est-il arrivé aux 2000 milliards de dollars? Vous vous attendiez à ce que cela se produise immédiatement? Est-ce que cela va arriver? Parce que Doge est censé fonctionner jusqu'en juillet prochain. Je veux dire, votre question est absurde dans son postulat fondamental. Supposez-vous que, en quelques mois, on économise instantanément 2000 milliards de dollars? Non, pas du tout. Je vous demande simplement, est-ce toujours votre objectif alors? Est-ce toujours votre objectif d'atteindre les 2000 milliards de dollars? N'avons-nous pas fait de bons progrès compte tenu du temps écoulé? C'est exactement ce que je demande. Est-ce toujours votre objectif de passer de 170 à 2000 milliards de dollars? La capacité de Doge à fonctionner dépend du fait que le gouvernement, et cela inclut le Congrès, est prêt à suivre nos conseils. Nous ne sommes pas les dictateurs du gouvernement, nous sommes les conseillers. Donc nous pouvons conseiller et les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent, je pense, sont incroyables. L'équipe Doge a accompli un travail remarquable. Mais vous savez, je pense que c'est une excellente question. L'ampleur des économies est proportionnelle au soutien que nous recevons du Congrès et de la branche exécutive du gouvernement en général. Donc, nous ne sommes pas les dictateurs, nous sommes les conseillers. Mais jusqu'à présent, pour des conseillers, l'équipe Doge, à leur crédit, a fait des progrès incroyables. Vous avez parlé de 4 milliards de dollars économisés par jour, mais cela n'atteindra pas ce qui est, et je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que lutter contre le gaspillage et l'inefficacité dans le gouvernement est une très bonne chose. Mais si vous additionnez cela, on n'atteindra pas 2000 milliards sur toute la durée de vie de Doge. Je suis désolé. Les 4 milliards par jour. Si Doge doit fonctionner jusqu'en juillet prochain, cela ne vous mènera pas à 2000 milliards de dollars. Mais vous dites toujours que c'est votre objectif, donc nous allons le prendre comme acquis. Il y a cela, il y a ce que Doge, enfin, j'ai l'impression que vous êtes quelque peu piégé dans l'arborescence de dialogue d'un PNJ typique d'un journaliste traditionnel. Donc, c'est difficile quand je converse avec quelqu'un qui est piégé dans l'arborescence de dialogue d'un journaliste conventionnel parce que c'est comme parler à un ordinateur. Donc, Doge est un groupe consultatif. Nous faisons de notre mieux en tant que groupe consultatif. Les progrès réalisés jusqu'à présent en tant que groupe consultatif sont excellents. Je ne pense pas qu'aucun groupe consultatif ait fait mieux dans l'histoire des groupes consultatifs du gouvernement. Maintenant, nous ne faisons pas les lois et nous ne contrôlons pas le pouvoir judiciaire ni le pouvoir exécutif. Nous sommes simplement des conseillers. Dans ce contexte, nous nous en sortons très bien. Au-delà de cela, nous ne pouvons pas agir au-delà de cela parce que nous ne sommes pas une sorte de dictateur impérial du gouvernement. Il y a 3 branches du gouvernement qui, dans une certaine mesure,
s'opposent à ce niveau d'économie. Néanmoins, ne critiquons pas le fait qu'il y ait 4 000 milliards de dollars. Regardons plutôt le fait que 160 milliards de dollars ont été économisés et que d'autres économies seront réalisées également. Et comme je l'ai dit, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que réduire le gaspillage et même la fraude dans n'importe quel gouvernement et être responsable avec l'argent des contribuables est une très bonne chose. Donc oui, je comprends. Je vois que vous êtes fiers de ce travail. Je voudrais vous poser une question à propos des États-Unis, de l'aide et des commentaires que Bill Gates a fait l'autre jour, et je sais que vous l'avez appelé « Je te connais », vous l'avez déjà dit. Je me demandais aussi... Et je me demande simplement qui est Paul Gates pour faire des commentaires sur le bien-être des enfants. Étant donné qu'il l'était, il fréquentait Jeffrey FC. Eh bien alors... Il a dit qu'il regrettait cela et qu'il y a consacré beaucoup de temps. Il a dépensé beaucoup de son propre argent dans la philanthropie à travers le monde au fil des années. Ma question pour vous est la suivante. Avez-vous examiné les données pour vérifier s'il pourrait avoir raison, que les coupes dans l'aide de l'USAID pourraient coûter la vie à des millions de personnes? Oui. J'aimerais qu'il nous le montre. Qu'il présente la moindre preuve que cela soit vrai, c'est faux. Ce que nous avons constaté avec les coupes dans l'USD, et d'ailleurs, elles n'ont pas toutes été supprimées. Les parties de l'USAID qui se sont avérées même légèrement utiles, ont été transférées au département de la voirie, donc elles n'ont pas été supprimées, elles ont clairement été transférées au département de la voirie, mais à de très nombreuses reprises avec l'USAID et d'autres organisations, lorsque nous avons, quand ils disaient « Oh, cela va aider, vous savez, les enfants » ou « Cela va contribuer à l'éradication d'une maladie » ou quelque chose comme ça. Et puis, quand nous demandons la moindre preuve, je dis eh bien, mettez-nous en contact avec ce groupe d'enfants pour que nous puissions leur parler et mieux comprendre leur situation. Nous n'obtenons rien. Nous n'essayons même pas d'empêcher la mise en scène. Nous devrions souvent proposer une sorte de mise en scène du genre « Eh bien, pouvons-nous au moins voir quelques enfants? Où sont-ils? S'ils sont en difficulté, nous aimerions les voir, leur parler ainsi qu'à leurs responsables. » Et ensuite, nous n'obtenons aucune réponse parce que ce que nous découvrons, c'est une quantité énorme de fraude et de détournement. Permettez-moi de vous donner cet exemple. Très peu de tout cela parvient réellement aux enfants, si tant est que quelque chose leur parvienne. Permettez-moi de vous donner cet exemple parce que vous avez grandi en Afrique du Sud, donc vous connaissez bien l'impact du VIH-Sida. Et c'est pour cela que j'ai posé la question sur les données des États-Unis. On menait des efforts internationaux pour lutter contre le VIH, le sida, le traitement, la prévention. Et il existe une initiative appelée PEPFAR à laquelle on attribue le mérite d'avoir sauvé 26 millions de vies au cours des 20 dernières années. Elle faisait partie du gel de l'aide étrangère. Ensuite, il y a eu une dérogation limitée. Ces services sont perturbés et l'ONU affirme que si le programme est définitivement interrompu, il y aura 4 millions de décès supplémentaires liés au sida d'ici 2029. Donc si vous regardez cet exemple, qui est appuyé par des données. En 2023, 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida. Alors, peut-être que les chiffres avancés par Bill Gates ne sont pas faux. Des millions de vies pourraient être perdues. Tout d'abord, le programme, le sida, le médicament, le programme se poursuit. Donc, votre postulat de base est erroné. Il continue. Avez-vous un autre exemple? Pas depuis... Pas dans son intégralité. C'est faux. Pas dans son intégralité. Il y a une dérogation limitée et l'USAID a déclaré que tous les services qui étaient auparavant financés par l'USAID ne sont pas maintenus. Donc, c'est pour cela que je vous ai donné cet exemple. D'accord. Eh bien, lesquels ne sont plus financés? Je vais régler ça tout de suite. D'accord. En fait, ils sont tous sur le site de l'ONU. Le site de l'USAID, donc vous pourrez les voir, mais la plupart concernent la prévention. Et par exemple, le déploiement d'un médicament appelé lenacapavir, qui a été salué comme l'une des plus grandes avancées contre le sida depuis de nombreuses années et qui est sorti l'année dernière. Donc si vous êtes peut-être, je suis sûre que l'USAID serait ravi si vous pouviez regarder cela à nouveau. Oui, mais si en fait c'est vrai, ce dont je doute, alors nous y remédierons. D'accord, très bien.
Alors, pour finir, votre influence politique, je me demandais si vous aviez déjà décidé combien vous alliez dépenser pour les prochaines élections de mi-mandat. Vous avez dépensé beaucoup plus d'argent lors de la dernière élection américaine que ce que vous aviez envisagé lorsque vous parliez ici il y a 3 ans. Allez-vous continuer à dépenser à ce niveau-là pour les prochaines élections? Je pense. En ce qui concerne les dépenses politiques, je vais en faire beaucoup moins à l'avenir. Et pourquoi cela? Je pense que j'en ai fait assez. Est-ce à cause des réactions négatives? Eh bien, si je vois une raison de faire des dépenses politiques à l'avenir, je le ferai. Pour l'instant, je n'en vois pas. Et concernant l'influence politique en dehors des États-Unis? À quelle fréquence parlez-vous au président Poutine? Je ne parle pas au président Poutine. Vous n'avez jamais parlé au président Poutine? J'ai eu un appel vidéo avec lui une fois, il y a environ 5 ans. C'est là. Seul. Pourquoi pensez-vous que je parle pour Poutine? Je vois. En fait, je vous ai entendu en parler. Par exemple, dans votre discours à West Point, vous avez dit « Oh, je mets le président Poutine au défi de… » C'était un bras de fer. Et je sais que le Wall Street Journal a rapporté vos conversations rapportées. Si vous dites qu'elles n'ont eu lieu qu'une seule fois, je le prends en compte. Y a-t-il une pire publication sur la planète que le Wall Street Journal? Je ne l'utiliserai même pas pour tapisser la cage de mes Power Crow fans. Ce journal est le pire journal du monde. Et s'il y a bien un journal qui devrait être pro-capitaliste, c'est celui qui porte Wall Street dans son nom. Mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai la plus basse opinion possible du Wall Street Journal, c'est absolument n'importe quoi. Et il est clair que vous croyez les balivernes que vous avez lus dans ces journaux. Je lis très largement et je vous pose ces questions afin que vous ayez l'occasion d'y répondre, ce que vous faites, et nous sommes tous reconnaissants d'entendre vos réponses. Bien, nous n'avons plus de temps. Vous avez mentionné que je lançais un défi. Je l'ai fait sur la plateforme X. J'ai défié Vladimir Poutine en combat singulier. Je ne lui ai pas parlé. C'était une publication sur la plateforme X. Très bien, c'est pour cela que je vous ai posé la question et vous avez clarifié. Je n'ai pas expliqué. Merci. C'est pourquoi je vous demandais si vous aviez eu des conversations rapportées et vous avez dit que oui, à part un appel vidéo. D'accord? Mensonge typique des médias traditionnels. D'accord. Écoutez, en fait, je pensais donner le dernier mot à Grok, parce que lorsque j'ai demandé à Grok quel était votre plus grand défi, il a répondu « La pression de gérer plusieurs entreprises à enjeux élevés au milieu de crises financières, réglementaires et de relations publiques. » Et je me demandais si vous reconnaissiez cette description et si vous pensez que c'est une année charnière dans votre vie. Eh bien, chaque année a été en quelque sorte charnière, et cette année ne fait pas exception. Donc, en termes de choses intéressantes qui seront probablement accomplies cette année, il y a obtenir un vaisseau spatial, soit entièrement réutilisable, de façon à ce que nous puissions récupérer à la fois le propulseur et le vaisseau, ce qui serait la première fusée orbitale entièrement réutilisable de l'histoire et représenterait une avancée majeure, l'avancée essentielle, nécessaire pour rendre la vie multiplanétaire et, à terme, devenir une civilisation voyageant dans l'espace. Nous avons Neuralink, qui a maintenant aidé 5 patients à restaurer des capacités grâce à la télépathie. L'implant leur permet de contrôler l'ordinateur simplement par la pensée. Nous allons réaliser notre premier patient à restaurer la vue. Restaurer ça, docteur. Restaurer la vue avec notre implant Blind Sight, ce qui est prévu pour la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. En fait, ce premier patient pourrait être aux Émirats arabes unis, puisque nous avons une collaboration avec les Émirats et la Cleveland Clinic là-bas.
Je pense que sur le plan de l'IA, nous sommes proches de ce que l'on pourrait appeler l'AGI ou l'intelligence supernumérique. Je pense que nous assistons ici à une explosion de l'intelligence supernumérique. Et puis, chez Tesla, nous allons lancer l'autonomie non supervisée, c'est-à-dire des voitures autonomes sans personne à bord à Austin le mois prochain. Donc, c'est une grande année, c'est certain. Beaucoup d'autres choses sont également en préparation. Je suis avant tout un technologue. Elon Musk, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici au Forum économique du Qatar. Merci.